Bonjour et bienvenue sur Les Anges en parlent. Aujourd'hui, nous allons parler d'éducation sexuelle des enfants à l'école. Nous allons parler des enfants trans. Je vais pour cela mettre en avant une émission de CNews, car ils ont eu des intervenants très intéressants. Bon, vous verrez les photos, car je n'ai fait qu'une capture de son avec le nom de chaque intervenant. Nous parlerons également d'un article de la CAF qui a fait débat sur les enfants transgenres, comment les parents peuvent intervenir. Un article tout à fait édifiant. Il y aura également des témoignages capturés sur TikTok. Pour certains, vous aurez des images et d'autres pas parce qu'il y a des enfants en visuel. Et quelques photos pour illustrer tout ça. Donc les témoignages TikTok seront certainement mis en fin de la vidéo après que j'ai dit au revoir pour des raisons techniques. En fait, je ne parviens pas à les insérer là où je le souhaite, convenablement. Nous commençons donc par le son de l'émission de CNews, animée par Christine Kelly. Ça ne commence pas tout à fait au début, mais vous comprendrez très vite de quoi il retourne. Et a voulu alerter la population à propos de certaines dérives, en faisant parvenir au ministre de l'Éducation une lettre détaillée que vous avez eue à ce sujet. Les parents, Mathieu Bocoté, évoquent des enfants traumatisés. Mais quelle forme prennent ces cours? À quoi ressemble cette formation sexuelle aux enfants? On veut tout savoir. Alors, avant d'en arriver justement à ce dérapage, ces dérives évoquées par SOS Éducation, il faut revenir sur la nature de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation à la sexualité à l'école. Alors, c'est une obligation depuis 2001. Ça fait partie du programme pédagogique depuis 2001. Mais, on pourrait dire que c'est, selon les autorités, c'était jusqu'à tout récemment l'enfant pauvre de la formation. En gros, dès lors qu'on avait une minute à prendre quelque part, on apprenait sur cette éducation, en disant qu'il y avait probablement d'autres choses enseignées à l'école que ce qu'ils appellent l'éducation à la sexualité. Septembre 2022, Papendiaï annonce qu'il donnera une grande importance à la chose, qu'il veut en faire un élément central de son action comme ministre. Il nous explique qu'elle ne doit plus passer à la trappe. Et il y revient, d'ailleurs, soit dit en passant, en mars, donc il y a quelques semaines à peine, en disant il faut véritablement lui accorder toute son importance. D'autant que 3 associations ont saisi le tribunal de 2 mars, ont saisi le tribunal administratif de Paris pour demander la pleine application de la loi qui rendait ces cours obligatoires. Les associations Silaction, SOS Homophobie et le planning familial. 3 associations qui disent ces cours sont nécessaires et le gouvernement, le ministère pour l'instant n'y donne pas assez d'importance, il faut prendre cela au sérieux. Alors, vous me demanderez, mais qu'est-ce que l'éducation à la sexualité à l'école? Qu'est-ce qu'on entend par ce terme? Une chose en fait qui revient constamment quand on se penche sur la question, c'est que ce n'est plus ce qu'on pourrait appeler le traditionnel cours de biologie. Le cours de biologie. En fait, on présente toujours d'ailleurs le cours de biologie comme si c'était une forme de savoir dépassé et inutile qui n'était plus pertinent aujourd'hui. Peut-être d'ailleurs, est-ce pour cela qu'on croit que les hommes et les femmes n'existent plus aujourd'hui? Dès lors qu'on congédie la biologie, on peut s'imaginer que les hommes et les femmes n'existent plus. Je laisse de côté le mauvais esprit. Mais pardonnez-moi, vous dînerez l'école aussi. Quel âge aussi? Oui, bien sûr, ça c'est important. Oui, oui, vous allez voir, ça commence tôt. Donc, quel est l'objectif de ce cours? Alors, quand on s'intéresse au ministre, les objectifs qu'il nous donne de la lutte de l'éducation à la sexualité, réduction des nombres de grossesses précoces, la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, mais aussi la lutte contre les discriminations, les violences sexistes et sexuelles et les LGBT-phobies. Quand c'est annoncé qu'il y aura un retour justement de ces cours, un conseiller ministériel, c'était rapporté je crois par France Info, j'espère ne pas me tromper, disait qu'il fallait aussi que ça contribue à une lutte contre les préjugés de genre. Et là, notamment, l'argument suivant, les garçons sont trop souvent élevés dans un idéal de force, de virilité. Ah bon, c'est mauvais. Quand on a encore tendance à associer les filles à la douceur ou à la soumission. Expliquait donc le conseiller ministériel dans le dossier. Donc on comprend, c'est intéressant, la définition de l'éducation à la sexualité évolue. D'abord, on pourrait dire c'est la biologie de base, ce qui serait peut-être pas inutile. Ensuite, on nous explique que ça a pour vocation de lutter contre les préjugés sexistes, les grossesses précoces, donc des questions de santé publique. On peut comprendre l'utilité. Bien sûr. Et puis on peut ajouter, je le dirai à la fin, tout ce qui touche à la pornographie. C'est peu évoqué. Mais on pourrait. Et là, très rapidement, on bascule. Donc, la lutte contre les stéréotypes de genre. Quand on s'intéresse aux associations qui ont exigé une plus grande importance pour l'éducation à la sexualité, là, ça va encore plus loin dans la fonction et la mission qu'on accorde à cette éducation à l'école. SOS Homophobie demande, par exemple, que l'éducation à la sexualité
permettent de déconstruire les stéréotypes et les idées reçues qui forment le terreau des LGBTI-phobies, particulièrement à l'école. Reste à voir ce qu'on entend par ce terreau d'idées reçues. Le planning familial va un peu plus loin. Le planning familial, vous savez, ceux qui considèrent qu'un homme peut être enceinte. C'est une information parmi d'autres. Considérer qu'il faut contribuer, cette éducation doit faire en sorte qu'on puisse éviter de contribuer à reproduire un système binaire. Le système binaire, c'est un système fondé sur l'existence de l'homme et de la femme. C'est important. D'autant que ces sujets, comme homo, bisexualité, asexualité, transidentité et questionnement autour de l'identité de genre, polyamour, font partie de la réalité des jeunes. Le planning familial, toujours, veut aller encore plus loin. Il veut, je cite, interroger les rapports sociaux de sexe, la hiérarchie entre les sexualités, les normes et les tabous, ce qui permettrait, ajoute-t-on, d'élargir le champ des possibles. Alors quelle forme prend l'éducation à la sexualité à l'école? Il y a différentes formes possibles. Il peut y avoir l'infirmière qui s'en occupe, il peut y avoir l'enseignant ou l'enseignante qui s'en occupe, il peut y avoir aussi des associations qui prennent en charge la formation. Quelle forme ces cours surtout donnés par les associations peuvent prendre? Mais ça, comme je dis, il y a plusieurs formes possibles. Généralement, alors je précise, ça commence avec une séquence où on définit les termes. Et pardon, avant d'aller dans le dur, parce que je sens que ça, ce sont des associations donc qui viennent à l'école. Hein. Alors, comme je dis, les cours sont là. Cette formation est assurée par plusieurs pôles possibles. Et il y a, je dirais, une part, non pas de flou, il y a plusieurs manières, en fait, de porter cette éducation. Donc, on va, par exemple, diffuser un film. On va prendre la peine de définir quelques termes. Sexisme, racisme, LGBTI, phobie. Et ensuite, on va avoir une discussion avec les élèves pour déconstruire les idées reçues. Et à la fin, il va y avoir, ça c'est une méthode qui nous vient de Scandinavie, j'ai appris ça. On va mettre une série de questions, avec des petits papiers blancs, des questions, et là, le formateur va avoir la responsabilité de répondre à toutes les questions qui sont posées, quelles qu'elles soient, toujours dans cette logique, évidemment, de déconstruction des stéréotypes. Alors, on pourrait se demander simplement, est-ce que c'est véritablement la fonction de l'école d'aller aussi loin dans cette définition étendue de l'éducation à la sexualité? Et on peut se demander s'il y a des dérives. Vous venez de parler de SOS Éducation, on en a parlé justement, qui ont écrit une lettre au ministre de l'Éducation. Quelle forme a pris leur mise en garde, justement? Oui, mise en garde, dérive, vous avez tout à fait raison, c'est le bon terme, je crois, mise en garde. SOS Éducation nous en informe, c'est une lettre envoyée de 6 pages, et qui raconte une de ces séances qui se passe en janvier-février 2023, et il y a quelque chose d'un peu étonnant. Donc, en gros, ce sont des enfants autour de 10 ans, et là, on va avoir un cours d'éducation à la sexualité qui est, disons, ambitieux dans son mandat. Donc, la séance est présentée, les enfants posent des petites questions, et là, c'est l'infirmière qui est en charge de poser des questions, et voilà les enfants sont traumatisés. Hein, ils vont rapporter ça à leurs parents, je donne ce qu'ils ont rapporté à leurs parents pour qu'on donne une idée du contenu de cet enseignement improbable. J'espère, ça sonnera un peu grossier au grivois, ou à tout le moins inadapté, inapproprié, je m'en excuse à l'avant. Alors, je précise. Je m'en excuse, c'est ce qui se dit à l'école. Alors, et voici les réponses apportées par l'infirmière aux élèves d'âge d'environ 10 ans. Pour le plaisir, une fille suce le pénis du garçon. Le garçon suce le vagin de la fille et peut avaler quelque chose. Pour le plaisir, la fille peut caresser délicatement les testicules du garçon. On peut faire le sexe dans les fesses et dites aux parents de vous vacciner contre le papillon. C'est précis à tout le monde. Pour ce qui est de la question des LGBT, on explique, alors dans cette séance, on a pris la peine de préciser la signification de chaque lettre. Je suis heureux qu'il ne soit pas en Amérique du Nord, parce qu'il y aurait beaucoup plus que 4 lettres, soit dit en passant. Nous, on est rendu beaucoup, beaucoup plus loin. Et on a pris la peine d'expliquer qu'on peut changer de sexe. On peut changer de sexe en prenant des médicaments qui permettent de changer de sexe lorsqu'on est enfant. Donc, la possibilité de changer de sexe, elle est donnée aux enfants de 10 ans dans le cadre de cette activité pédagogique. Les enfants arrivent chez eux, un peu traumatisés. Les réactions sont assez, c'est ce qui est rapporté par SOS Éducation. Certains sont pleurent, en larmes, certains, au moment de recevoir des cours, étaient sur le mode « je ne veux pas entendre et ainsi de suite. Donc, vous voyez, une forme de traumatisme. À tout moment, il y a un choc. Les parents vont rencontrer la direction de l'école, qui dit « ah, ben, en effet, d'autant que l'enseignante n'était pas là, il y avait que l'infirmière qui était là dans les circonstances, et on s'en excuse, c'était inapproprié. » L'enseignante de retour s'amuse, commente un peu tout cela, et ajoute, c'est important de le dire, que la fellation pour elle était par exemple une activité, et que, aux enfants de 10 ans, et que la prise de bloqueurs de puberté n'était pas obligatoire. Alors, qu'est-ce qu'on doit voir à travers, c'est quand même, c'est pas, merci de préciser que c'est pas obligatoire.
Peut-être ce qu'un jour ça le sera. Alors, qu'est-ce qui est intéressant à travers cette séquence rapportée par SOS Éducation? On passe d'un enseignement de base sur la différence sexuée, qui est un enseignement de biologie élémentaire pour la connaissance du corps humain. Je pense qu'il pourrait nous rassembler tous, du plus grand des athées au plus ardent des Amish. Je pense qu'on peut tous être d'accord autour de cela. À un enseignement déconstructeur. Il faut déconstruire, je le disais plus tôt, ça faisait même partie du discours ministériel, les préjugés de genre, ce qu'ils appellent les préjugés de genre, la binarité, la représentation de l'identité sexuelle classique. Bon. Et le point d'aboutissement, c'est un enseignement que l'on pourrait dire quasi pornographique aux enfants de 10 ans. Et je précise juste au cas où on se comprenne mal, je suis en ces matières, mais très 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 loin de toute forme de puritanisme en matière de vie privée, de vie intime. Les gens font ce qu'ils veulent de leur vie. Mais quand on dit 10 ans, ça change la chose. Quand on dit l'école et 10 ans, c'est que là, c'est pas une question de morale dont on parle. C'est une question de formation des consciences, de formation psychique, de formation de la psychologie des élèves. Et on peut se demander si faire de tel enseignement des enfants de 10 ans, s'il ne s'agit pas d'une forme de viol des consciences. Alors, que devrait être le contenu de l'éducation sexuelle adulte? Dernière question. Franchement, dans la mesure où on doit y en avoir, biologie. Existence des hommes et des femmes. Ça pourrait quand même nous libérer de bien des discours un peu farfelus qui traînent dans la société. J'ajouterais la lutte contre l'emprise pornographique sur la formation de l'imaginaire érotique et de la formation du sentiment amoureux. S'il y a un travail essentiel à faire, je crois que ça ressemble à ça. Sinon, si on a tant de temps que ça disponible à l'école, je propose de mettre de l'avant la littérature, les mathématiques, l'histoire, la géographie. Je pense qu'en dernière instance, tout cela correspond à la fonction de l'école, bien davantage que de construire une école de la déconstruction inclusive, post-genrée, où finalement on explique que le sexe peut aussi se faire dans les fesses, ce dont nul ne doute, mais fallait-il le dire aux enfants? Et faire passer la critique de cela pour de l'homophobie ou de la transphobie, c'est quand même culotté. Voilà, tout ça est très choquant, non seulement sur la forme mais sur le fond. Alors pour les parents qui regardent cette vidéo, insurgez-vous contre ça, c'est pas possible. Vous pouvez pas laisser faire ça à vos enfants. Et partagez cette vidéo avec les gens qui ne regardent pas beaucoup YouTube. Partagez-la malgré tout. Et vous noterez également que ils n'ont pas oublié de faire la promotion du vaccin contre le papillomavirus, qu'Emmanuel Macron s'était aussi transformé en délégué médical dans un collège pour faire la promotion du vaccin contre le papillomavirus. Passons maintenant au deuxième reportage, toujours sur CNews, pour lequel j'ai fait une capture de son d'une autre émission très intéressante, qui va porter sur le message de la CAF. Christian Flavigny, pédopsychiatre, est l'un des 80 signataires d'une lettre ouverte adressée au ministre de la Santé, François Braun. Pour lui, cette publication présente un double danger. Il relaye, sans aucune, autre hypothèse, une thèse américaine, qui est la thèse du mauvais corps, c'est-à-dire l'idée d'une erreur naturelle qui se serait produite. Il abonde dans le sens, de laisser l'adolescent ou même l'enfant, déterminer les choses. Il n'est pas encore en mesure de déterminer pour lui-même s'il est d'un sexe ou de l'autre. S'il se montre clément avec les réseaux sociaux, accusés par certains de promouvoir la transidentité, Christian Flavigny n'épargne pas les militantes des droits des personnes transgenres, les seuls à avoir été sollicités pour cet article. Il est particulièrement dangereux d'orienter d'entrée de jeu ce que font évidemment les militants d'associations vers, l'idée qu'il faudrait passer dans l'autre corps pour se sentir bien. Avec cette lettre ouverte, les 80 signataires réclament une nouvelle publication ou à défaut le retrait de l'article. Et pour en parler donc, Sophie Audugé, déléguée générale SOS Éducation, est avec nous. La CAF qui a réagi, on voit le communiqué. Les familles ont des attentes plurielles, nous avons des réponses plurielles, sans parti pris. Nous essayons de traiter ces sujets de manière équilibrée. Mais ce n'est pas parce qu'un sujet ne fait consensus qu'il ne faut pas en parler. Sophie Audugé, déléguée générale SOS Éducation, merci d'être avec nous ce soir. Vous allez nous éclairer peut-être pour les téléspectateurs qui nous regardent, quand on parle de la théorie de l'affirmation de genre, on parle de quoi en quelques mots pour bien recontextualiser? Alors en fait, d'abord c'est très important effectivement de contextualiser et de se mettre d'accord sur les termes. Donc le sexe, c'est une catégorie binaire qui distingue le mâle et la femelle par ses fonctions reproductives et qui caractérise des mammifères. En l'occurrence, les humains sont des mammifères. Le genre est un attribut social, une catégorie, un stéréotype qu'on attribue à des rôles sociaux, du masculin et du féminin. L'identité de genre, c'est une identification psychologique que la personne porte sur elle-même. Et donc la transidentité, c'est quand une personne
qui est né fille va psychologiquement s'identifier profondément garçon. C'est à partir de ce moment-là qu'on va parler de transidentité. Alors, ce qui est important, c'est qu'on peut parler d'idéologie à partir du moment où on manipule les mots. Et donc, c'est une guerre sémantique. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on a longtemps appelé la transsexualité est un trouble profond, persistant, c'est-à-dire qui ne s'amenuise pas avec le temps, et qui va apparaître chez des très jeunes enfants entre 2 et 4 ans. Ces très jeunes enfants, qui sont une très très petite minorité, puisqu'on parle de 1 sur 10 000 garçons et 1 sur 20 000 filles, c'est une souffrance immense qui fait que l'enfant, de manière obsessionnelle, va rejeter son sexe. Et donc, la famille se rend compte très tôt que cet enfant est dans une souffrance immense, et donc va pouvoir l'accompagner. Et il faut savoir que dans 75 à 80% des situations de ces enfants-là, ils vont se réconcilier avec leur sexe de naissance à l'adolescence. Ce que vous nous dites, c'est qu'on sait les identifier, qu'on connaît, c'est quelque chose. Alors on sait les identifier, disons qu'on sait, quand cette souffrance est profonde à cet âge si jeune, qu'il y a possiblement une incongruence entre le sexe biologique et le sexe psychique. Ce qu'on sait aussi, c'est que dans la très très grande majorité des cas de ces enfants-là, avec le temps, ils vont se réconcilier avec leur sexe biologique et ils vont vivre, peut-être en étant plus efféminés pour les garçons ou plus masculines pour les filles, mais ils vont choisir, en ayant été accompagnés sur leur vie, au moment où ils sont adultes, ils vont choisir de rester avec ce sexe biologique. Pour les autres, ils vont s'engager dans un parcours de transition à la fois médicamenteux et à la fois chirurgical, qui est d'une complexité immense, qui présente des risques très importants sur la santé psychique et physique, et les études prouvent que ces personnes vont, toute leur vie durant, maintenir malgré tout, même après leur chirurgie, un sentiment d'incongruence profonde, c'est-à-dire que c'était un trouble. Sauf qu'il y a une quinzaine d'années, en fait, ce trouble a été modifié, c'est-à-dire qu'il y a eu des textes de loi qui sont passés dans à peu près tous les pays industrialisés. En France, c'est Roselyne Bachelot en 2010. Et ils ont dépathologisé ce qu'on appelait à l'époque la dysphorie de genre. Et à partir de ce moment-là, on a confondu ce qui était la transidentité de ce qui était la transsexualité. Et ce qu'on rend compte aujourd'hui, c'est un mouvement qui n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire que ce ne sont pas des enfants de 2 à 4 ans. Ce ne sont pas 1 sur 10 000 garçons ou 1 sur 20 000 filles. C'est presque 60 à 70, voire 80% de jeunes filles. Ce sont des adolescentes, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la dysphorie tardive. Et ce sont des jeunes filles qui souvent ont d'autres troubles psychologiques ou psychotiques. Il faut savoir que nous, en France, ce phénomène est apparu il y a 5 ans, mais que, évidemment, il explose, littéralement, qu'il y a un phénomène très important qui commence justement à avoir une... Mais comment on l'explique, ce phénomène? Par tout un ensemble de phénomènes il y a 40 ans, on entendait très peu parler de ces sujets-là. Alors, on a quand même la Suède, la Finlande, l'Angleterre. En Angleterre, la clinique du genre pour mineurs a été créée il y a 30 ans. Ils ont annoncé la fermeture en août de cette année. Donc ils ferment, eux, en Angleterre. Ils ferment en Angleterre, évidemment. Et là, on a toutes les semaines des informations nouvelles sur un rapport très pointu, un audit qui a été demandé par la NHS, qui est finalement l'équivalent de la sécurité sociale, du ministère de la Santé chez nous, qui donc prouve qu'il y a eu des transitions chez des enfants beaucoup trop rapides. Alors, pour répondre à votre question très simplement, ce qu'on appelle l'affirmation du genre ressenti, c'est une idéologie qui consiste à dire que la personne de l'enfant, quel que soit son âge, est capable de s'identifier du genre qu'elle souhaite, indépendamment de son sexe biologique. C'est-à-dire qu'on nie toute réalité du sexe biologique. Donc la CAF relaie une idéologie dans le cas précis. Alors la CAF relaie une idéologie, et quand elle exprime qu'effectivement il n'y a pas de consensus, parce que c'est un service public, elle ne devrait pas relayer une idéologie. Elle devrait relayer des informations sur données probantes, et justement, s'il n'y a pas consensus, expliciter que effectivement tout un ensemble de professionnels et d'autres pays font marche arrière, puisqu'il y a des risques très importants de se tromper de diagnostic et d'emmener des enfants en souffrance vers une transition alors que leur souffrance n'est pas de cette origine-là. Et il faut savoir aussi que l'Académie de médecine en France a pris position, mais que les politiques ne les ont pas écoutés. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus sur un problème de santé publique, alors que c'est un véritable scandale sanitaire. C'est un scandale sanitaire qui est déjà un scandale, qui a été un scandale en Suède, qui est un scandale en Angleterre depuis évidemment la fermeture de la Tavistock. Là, il y a quelques heures est sorti un documentaire choc aux États-Unis. Ça devient un scandale sanitaire aux États-Unis. Et malgré qu'on soit plusieurs à avoir informé, nous en l'occurrence SOS Éducation, le ministre de l'Éducation quand il a sorti la circulaire en disant attention, ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant d'engager les parents et les enfants dans une transition rapide
puisque au contraire, il y a un gros risque que ces enfants aient une autre souffrance. Actuellement, en Angleterre, c'est 40% des enfants qui ont transitionné trop vite qui seraient autistes. Faut voir, en fait, la situation est extrêmement grave. Donc nous, on redit haut et fort qu'on ne s'intéresse pas à la question des adultes qui font ce qu'ils veulent de leur corps, mais c'est pas un sujet. Par contre, cette guerre des sexes, cette guerre des genres qui est devenue un enjeu politique, on leur dit une chose très simple, vous ne touchez pas l'enfant. Judith Vintrou, je vous laisse la parole dans un instant. Jean-Messia, vous vouliez réagir également. Benjamin Morel, on va devoir libérer tout à l'heure. Peut-être cette question aussi. C'est des militants qui ont participé à l'écriture de cet article sur le site de la CAF. Donc la CAF qui est un service d'État. Comment est-ce qu'on peut le comprendre sur cette question-là? Est-ce que c'est le rôle, finalement, des pouvoirs publics d'accompagner les Français sur ce genre de questions, ou alors ça relève davantage de la sphère privée? Alors il y a deux sujets, je dirais. Il y a un sujet qui est un sujet d'évolution, en effet, et je dirais qu'il y a un sujet presque médical. Vous l'avez abordé, je conteste pas les chiffres, parce que je suis pas spécialiste du sujet, et vous avez des gamins qui, en effet, sont en souffrance. Parce qu'ils ont un rapport difficile avec leur genre, etc. Que les pouvoirs publics les accompagnent, etc. Je connais pas la proportion aussi bien que vous, et ça m'apparaît relativement normal. On est quand même sur un cas très minoritaire. Ensuite, il y a un phénomène social. Et ce phénomène social, il faut aujourd'hui le considérer. Vous avez, parce que prédominance culturelle des États-Unis, parce que si vous ouvrez certaines plateformes, ce type de questions se pose de manière récurrente, vous avez des effets mimétiques dans la population, auprès des enfants et auprès des parents. Et donc, ce faisant, ça rentre dans les foyers d'une façon ou d'une autre, ce type de questionnement. Qu'ensuite, vous fassiez rentrer cette question-là dans le cadre d'une politique publique, ça se pose à deux échelons. Le premier échelon, c'est que si jamais vous devez adresser votre politique publique à des gens qui vont biberonner à ces questions-là dans le cadre de produits culturels américains, malgré tout, dès le moment où vous cherchez une forme d'efficacité de la politique publique, on peut d'une certaine façon l'entendre. Ça ne veut pas dire cautionner, mais on peut l'entendre. De l'autre côté, ce qui me semble réellement choquant en revanche, c'est qu'on fasse rentrer en effet des associations militantes dans ce type de politique. Il n'y a pas que là-dessus, le planning familial, etc. Il y a quelques mois, dès le moment où vous faites rentrer des associations militantes parce que vous considérez qu'elles vont avoir une approche, etc., vous dépendez d'elles d'un point de vue idéologique. Or, les pouvoirs publics, justement, doivent être neutres idéologiquement. Pour ça, à partir de là, ils ont intérêt de trouver des ressources en interne. Est-ce que les pouvoirs publics sont perméables à ce genre d'idéologie aujourd'hui? Ah oui, ils sont très très largement gangrénés, et j'utilise le mot à dessein, par ce genre d'idéologie. Moi je suis allée à la source, après qu'on a publié le texte de protestation des philosophes, comme ça. Le texte est extraordinaire, parce qu'il ne parle pas de sexe biologique, il ne le conteste pas, il parle de sexe assigné à la naissance, comme s'il y avait un bureau des sexes, je décidais, ce petit bébé est une fille, ce petit bébé est un garçon. C'est du militantisme pur et dur. Ça commence, je parle du texte de la CAF, par se réjouir que de plus en plus d'enfants et d'ados se déclarent non-binaires, c'est-à-dire ni homme ni femme, ou d'un genre différent que de ce fameux genre assigné. C'est une évolution des mentalités dont se réjouit ce texte. Ça veut dire que c'est très très bien, mais malheureusement, il y a encore trop de familles qui coincent. Les seuls intervenants, soi-disant sachants, sont des gens d'une association qui milite pour la promotion du transgenrisme. Il y en a 3. Il y en a 3. Et aucune voix autorisée de scientifiques, d'experts, soit hors de cette sphère. Et à la fin, on vous dit qu'il est très important pour les jeunes qui se sentent dans cette situation-là d'aller consulter des psychologues, un psychologue ou un psychiatre, mais attention, il faut le choisir parmi les gens ouverts aux questions de transgenrisme. Donc la boucle est bouclée. Et j'en finirai par là, la réponse du responsable de la CAF, c'est à la fois de l'hypocrisie, foutage de gueule. Moi, je suis furieuse. Un peu de la langue de bois, effectivement. Ça, comme celle-là se permettent ça. La langue de bois, effectivement, on l'a vu. Jean Messia et puis Nathan Devers, vous avez, Nathan, étudié le sujet, d'ailleurs, de la transidentité. On écoute Jean Messia et on écoute. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'enfant transgenre. Je crois que c'est une invention de notre époque, d'une époque qui est malade mentale sur un certain nombre de questions. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense qu'effectivement, quand on est en phase d'adolescence, la problématique du changement de son corps, la problématique sexuelle est une problématique très importante et on se cherche. Ça existe. Après, le problème, c'est que dans ces interrogations existentielles par rapport au changement de son corps et par rapport à son sexe,
est venue se loger une idéologie progressiste qui transforme des questions qui ont traversé des générations d'adolescents en questions presque médicales ou en questions psychologiques, psychiatriques, qui entraînent effectivement un encouragement presque à la transition de genre. Donc moi, je suis radicalement opposé à cela. Je pense que il y a effectivement des enfants qui, lorsqu'ils sont adolescents, se cherchent, c'est normal, peuvent avoir des mal-être sur cette question, c'est normal, un accompagnement psychologique peut être nécessaire, mais tout ça finit par se stabiliser dans 99,99% des cas, et il y a coïncidence dans 99,99% des cas entre le sexe biologique et le genre. Après, si vous voulez, évidemment, quand on fait de la propagande, et notamment sur des enfants qui déjà se posent cette question, eh bien là, vous créez des situations qui peuvent être dramatiques, puisque lorsque vous changez de genre, c'est irréversible. Donc vous créez de véritables catastrophes humaines et vous cassez l'avenir d'être humain entier. J'ajoute que lorsque la CAF fait cette campagne, moi je serais très heureux de voir les agents de la CAF aller faire cette propagande en Seine-Saint-Denis. Là on va se marrer, parce que pour aller le faire à Sevran ou à Trappes, je peux vous dire que là ils seront reçus. Parce que quand Emmanuel Macron dit qu'en France on a plusieurs identités, eh ben, les territoires où il y a d'autres identités que l'identité française, cette question-là, bizarrement, se pose pas avec la même acuité. Donc vous voyez bien que c'est vraiment une maladie de notre époque, une maladie idéologique, et qui n'a rien à voir, en fait, avec la médecine, ni même avec la psychologie. Nathan Devers, qu'on n'a pas entendu sur le sujet, un sujet que vous avez étudié, est-ce que cette idéologie qui s'invite à la CAF, notamment, peut-être à l'école, je vous poserai la question dans un instant, justement, est-ce qu'elle vous inquiète? Non, alors, déjà, premièrement, juste sur la CAF. On parle de campagne, je pense que c'est un article dans une revue qui, en magazine, qui en temps normal doit être lu, je sais pas, peut-être par quelques dizaines, quelques centaines de personnes, quelques milliers à tout casser. Quand on lit l'article, franchement, cet article, en fait, il parle du fait que quand vous avez donc, des enfants, vous avez un enfant qui vient vous dire, un enfant garçon biologiquement, qui vient vous dire je suis une fille, ou réciproquement. L'article dit, et il est court, cet article, c'est un tout petit texte, il dit en gros aux parents, réagissez avec écoute et avec bienveillance. C'est je le cite littéralement. Non, et l'article, vous n'avez pas tout lu, je l'ai sous les yeux, l'article, la conclusion de l'article, l'entourage doit donc essayer d'être à l'écoute et d'accompagner au mieux. Important de dédramatiser, dites aux enfants que ce n'est pas un drame, écoutez-les, et ils disent évidemment de la part des parents, souvent avant même d'avoir un enfant, on se dit, oh, j'aimerais bien avoir une fille, j'aimerais bien avoir un garçon, qu'il y a des attentes sur un genre. Je cite l'article. Et il dit, je ne fais pas de cliché, je cite un article. C'est très cliché. Vous avez le droit de pas être d'accord avec l'article. Et moi, je dis pas spécialement que je suis d'accord, je dis juste que c'est ce que dit l'article, il appelle à l'écoute et à la bienveillance, et il n'y a pas de message dans l'action. Au-delà, il y a un seul message qui dit, il faudrait créer un dispositif de dialogue entre les parents et les enfants à ce sujet. C'est ce que dit l'article, je pense qu'il y a eu une surinterprétation du contenu de l'article, premièrement. Deuxièmement, la question de l'éducation. Surinterprétation, il y a quand même, Nathan Devers, 80 personnes, des professionnels du secteur de la santé, des intellectuels qui alertent, donc qu'il y a quand même Ce qu'ils disent est respectable, on peut les entendre. Moi, je me permets de penser qu'il y a une surinterprétation du contenu de l'article. Contrairement à ce que dit Nathan Devers, agrégé en philosophie, qui a été interrogé, l'article de la CAF n'est pas très court, il est plutôt un peu long. Pas du tout un tout petit article. Je vais même vous le lire. Mon enfant est transgenre, comment bien l'accompagner? Donc là, c'était publié le 25 janvier. Né dans les mauvais corps, signe d'une évolution des mentalités, de plus en plus d'enfants et d'adolescents se déclarent non-binaires, ou d'un autre genre que celui assigné à leur naissance. Mais au sein des familles, le dialogue reste parfois compliqué. Entre 20 000 et 60 000 personnes se considéreraient transgenres en France et 22% des Français entre 18 et 30 ans ne se sentiraient ni hommes ni femmes. Ils se disent neutres, gender fluide, agenres, non-binaires. Beaucoup, en particulier chez les jeunes générations, ne veulent pas s'enfermer dans un genre féminin ou masculin. Anaïs Perrin-Prével, coprésidente de l'association Out-Trans. La dysphorie du genre est la souffrance inhérente à la transidentité. Une personne transgenre ou trans est une personne qui vit ou souhaite vivre dans un genre différent de celui qui lui était assigné à la naissance. Le préfixe trans signifie étymologiquement qui va au-delà de son état initial, souligne Anaïs Perrin-Prével, et le genre n'a rien à voir avec la sexualité. Bien souvent, pour les personnes trans, l'arrivée de la puberté avec le développement des caractères sexuels genrés
est très mal vécue. La souffrance inhérente à la transidentité s'appelle la dysphorie du genre, explique Maryse Riza, présidente de Grandir Trans, qui rassemble environ 1300 familles concernées. En cette période charnière, de nombreuses personnes transgenres font donc leur coming out, l'annonce de leur identité du genre, en bousculant ainsi la façon dont ils sont perçus par leur entourage. Dédramatiser l'annonce. C'est souvent un choc pour la famille, convient Maryse Riza, elle-même mère d'une jeune transgenre. Les parents se projettent sur un genre bien avant la naissance et ne s'attendent pas à ce que celui-ci change, explique-t-elle. Il faut rappeler que la transidentité n'est pas un choix. Au moment où les jeunes vont l'exprimer, c'est une question de survie. Un constat partagé par Elisa Bligny, également membre de l'association Grandir Trans et autrice de « Mon ado change de genre ». Lorsque l'enfant commence à exprimer sa transidentité, il y a beaucoup de peur et une énorme culpabilité par rapport aux parents. L'entourage doit donc essayer d'être à l'écoute et d'accompagner au mieux. Pour Anaïs Perrin-Prével, il est important de dédramatiser. Entre guillemets, j'ai tendance à conseiller aux personnes qui doivent faire leur coming out d'en parler de façon positive, de dire qu'elles vont enfin pouvoir être elles-mêmes à l'entourage. Il est important de dire que ce n'est pas grave d'être trans. Fermez les guillemets. Autre guillemets, il n'y a pas de deuil à faire, insiste Elisa Bligny, vous ne perdrez pas votre fille ou votre fils, vous faites seulement le deuil de vos projections d'adultes sur votre enfant. Moi je trouve ça complètement hallucinant. Je poursuis. De plus, transition ne veut pas forcément dire intervention médicale ou chirurgicale. La plupart des adolescents trans accompagnés s'arrêtent à une transition sociale, changement de genre et de prénom. Rares sont ceux qui entament une transition médicale, bloqueur de puberté, hormones ou chirurgie, précise Maryse Riza. A souligner que les changements médicaux ne sont bien entendu pas à prendre à la légère avec des impacts potentiellement lourds au-delà des changements sur l'appareil génital externe nécessairement irréversibles. Aussi, face à une demande de soins pour ce motif, est-il essentiel d'assurer dans un premier temps un accompagnement médical et psychologique de ces enfants ou adolescents, mais aussi de leurs parents, d'autant plus qu'il n'existe aucun test permettant de distinguer une dysphorie de genre structurelle d'une dysphorie transitoire de l'adolescence. De plus, le risque de surestimation diagnostique est réel. Comme en atteste le nombre croissant de jeunes adultes transgenres souhaitent détransitionner. Il convient donc de prolonger autant que faire se peut la phase de prise en charge psychologique, comme le recommande l'Académie nationale de médecine dans un communiqué « La médecine face à la transidentité de genre chez les enfants et les adolescents ». Paragraphe suivant, donc vous voyez, c'est pas un petit article, hein. S'informer et ne pas rester seul. Pour les jeunes trans, la population particulièrement touchée par les violences est un risque de suicide bien plus élevé que la moyenne. Le soutien des proches est crucial. Si les parents se sentent démunis, ils peuvent se tourner vers les associations LGBTQI+, conseille la coprésidente d'Outtrans. Il n'y a pas assez de dispositifs en France pour accueillir convenablement les enfants et les parents concernés. La plupart des ressources en ligne sont mises à disposition par les associations, les services publics ne se sont pas du tout emparés du sujet. Alerte Maryse Riza, et il ne faut pas non plus hésiter à les consulter. Se rapprocher de son médecin traitant ou d'un pédopsychiatre en s'assurant qu'il soit formé et ouvert à la transidentité, recommande Elisa Bligny. L'essentiel est de ne pas rester seul avec ses questions et ses peurs. Conscient du besoin d'apporter des réponses à ces situations avec un accompagnement médical organisé au bon niveau, le ministre de la Santé a lancé en 2022 une démarche visant à produire des recommandations en vue notamment d'élaborer un nouveau protocole en lien avec les professionnels de santé et les associations communautaires dans le but d'améliorer l'organisation des soins afin d'assurer la qualité et la sécurité de la prise en charge de ce public. Les conclusions de ces travaux menés par la Haute Autorité de Santé sont attendues pour septembre 2023, comme indiqué dans la note de cadrage, entre guillemets, parcours de transition des personnes transgenres, publiée par la HAS, Haute Autorité de la Santé. Voilà, donc ce petit article est un peu long et suscite franchement quelques interrogations. Notamment quand ils disent que les services publics ne se sont pas du tout emparés du sujet. Ce qui est faux puisque on voit bien toutes les campagnes qui sont faites dans les écoles, campagne ou propagande en fait, je sais pas trop quel terme employer. J'ai rien contre les trans, contre les drag queens, mais on voit bien que les services publics se sont bien emparés du sujet. Donc dans les écoles, ils font la lecture, ils font des shows. On a vu même Monsieur Macron
expliquer à des enfants que peut avoir des parents du même sexe. D'ailleurs, la petite fille qui est face à lui est complètement les yeux exorbités. Elle ne comprend pas de quoi elle parle. On voit bien aussi que les services publics se sont emparés du sujet puisque l'éducation sexuelle, dont vous avez vu le reportage précédemment, ce sont bien des directives gouvernementales. Dans les faits, voilà ce qu'est l'éducation sexuelle à l'école pour des gamins d'environ 7 ans. Un extrait de ce que peut être la lecture à l'école, donc par une maîtresse aux enfants. Je vous laisse juger. Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je crois que c'est du pipi. Alors, tu penses que c'est du pipi. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Je pense que c'est du sperme. Et est-ce que quelqu'un sait? Voilà, ça c'est ce que l'éducation nationale apprend à vos enfants de primaire. Mais c'est super intéressant pour un enfant de 6 ans ou de 7 ans de savoir tout ça. Je pense que c'est hyper intéressant, hyper instructif et hyper enrichissant. Ouais. Mais la perversité, ça s'arrête pas là en fait. Il a bien expliqué à la maman que la maîtresse avait baissé son pantalon, qu'il y avait également la présence d'une autre petite fille à qui on avait également baissé le pantalon, et qu'on avait demandé à la petite fille, enfin la maîtresse a demandé à la petite fille de toucher ses parties génitales, et au petit garçon de toucher les parties génitales de la petite fille, et ensuite de se faire des bisous, chose qu'ils ont fait. Alors moi, vous me racontez ce que vous voulez. L'éducation sexuelle, ça se fait à la maison, ou si tu veux le faire aux écoles, ça démarre au collège, et ça ne se fait pas à l'école primaire, à des enfants de 7 ans qui n'en ont rien à foutre de ce qui sort de ta tobe quand t'as la gaule, et que tu viens d'avoir un rapport. C'est hyper vulgaire ce que je viens de dire, mais c'est insupportable que l'école vienne apprendre ce genre de choses avec ces termes-là à l'école primaire à des enfants de 7 ans. Laissez les jours légaux, bordel de merde. Voilà, c'est consternant. Étonnant le son de la voix de la maîtresse qui s'applique à raconter cette histoire comme on raconte un conte de fées. Cette approche de l'éducation sexuelle à l'école est très différente du discours officiel, qui voudrait nous faire croire que l'éducation sexuelle à l'école permettrait de lutter contre les discriminations sexistes et que ça n'a rien à voir avec la sexualité. Concernant les enfants transgenres, pour étayer ce qu'a dit Jean Messia, président de l'Institut Apollon, sur leur détransition qui est irréversible quand il y a eu opération, on voit un peu partout au Québec, aux États-Unis, en Angleterre, que tout le monde revient en arrière. Et nous, plutôt que de profiter de ces mauvaises expériences outre-Atlantique, outre-Manche, on se lance dans le sujet. C'est complètement incroyable. Comme annoncé, à la fin de cette vidéo, vous trouverez 2 vidéos TikTok très intéressantes. L'une d'un témoignage d'une jeune transgenre et également le témoignage d'un jeune transgenre qui évoque la présence des drag queens dans les écoles. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a intéressé. En tout cas, ça n'enlève pas le fait qu'il faut effectivement aider les enfants qui se sentent perdus dans leur identité, où effectivement il y a des choses à faire, mais les inciter à changer de sexe ou à prendre des identités improbables ne peut que perturber leur développement à un âge où ils se construisent. Je ferai une autre vidéo sur le sujet plus complète. Je vous souhaite une belle journée. À très vite sur Les Anges en parlent. Je suis passée d'une fille à vraiment un garçon. Je voulais qu'on m'appelle Louis. Il a fallu que je passe par une tentative de suicide pour me libérer de ce truc-là. Chloé aime se promener à La Rochelle, ville moyenne de l'ouest de la France. À 22 ans, elle y habite avec sa famille, elle y étudie le droit, elle y est bien. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Dès petite, j'étais très garçon manqué. J'aimais pas les jupes.
Je trouvais ça pas pratique, je trouvais ça complètement débile. J'aimais pas les robes, j'aimais pas le maquillage, j'aimais pas avoir des tresses et tout. Je voulais une queue de cheval et puis c'est terminé. Le reste, ça me saoulait. J'avais vraiment un caractère qui était pas féminin, qui était pas le caractère de la petite fille toute gentille, tout ça. C'était tu m'énervais, tu dégageais en fait. J'ai toujours été seule. Seule et victime de harcèlement. Au collège, j'ai jamais eu réellement de cercle d'amis. J'étais très renfermée, je passais mes journées dans ma chambre et je passais vraiment ma vie sur mon ordinateur. Mais la rencontre avec une bande d'ados va l'éloigner de son écran. Et je me disais, mais enfin j'ai trouvé un groupe. C'est pas trop tôt. Un groupe comme moi, qui mettait pas forcément de maquillage, qui s'habillait avec des pantalons et pas forcément des jupes ou des robes. J'apprends qu'elles sont un peu... Il y en a certaines qui se disent non-binaires, il y en a qui se disent hommes au lieu de femmes, il y en a j'oublie les mots, mais qui sont vraiment... qui refusent de s'identifier en tant que femme ou en tant qu'hétérosexuel. Et vraiment, je commençais à faire comme ce groupe. Puis dernièrement, on m'a demandé mon avis finalement sur tout ce qui se passe présentement au niveau des enfants, d'essayer de leur apprendre dès le primaire, c'est quoi une drag queen, les non-binaires, être trans ou quoi que ce soit. Puis sincèrement, est-ce que vous pouvez laisser les enfants être des enfants? Commencez par leur apprendre la base, tu sais. T'as un pépé, t'es un garçon. T'as un vajayjay, t'es une fille. Puis ensuite de leur laisser jusqu'à l'adolescence ou jusqu'à la puberté, en fait, d'être capable de décider finalement s'ils sont à l'aise dans leur corps ou non. Tu sais, je veux dire, si ton enfant vient te poser des questions, quoi que ce soit, fine. C'est normal, selon moi, que ce soit le parent qui réponde aux questions. Puis que s'il y a quelque chose ou whatever, faire comme, hey, écoute, viens-t'en. On va aller voir un psychologue ou une sexologue, on va aller en parler, puis on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe présentement. Tu sais, si au final, au bout de 3-4 psychologues ou sexologues, ils tombent tous sur la même, finalement, décision de votre enfant est trans, ou votre enfant est non-binaire, ou votre enfant ne veut pas se conformer à la définition des genres que nous avons présentement dans notre société, fine, vous avez l'avis d'un professionnel. Pas d'une drag queen qui vient lire des histoires à des enfants. Je suis désolé, mais la place des drag queens, c'est dans les cabarets adultes. OK? J'adore aller au Mado, vraiment, puis j'aime les drag queens. Je les adore. D'avoir le courage puis les couilles de s'habiller comme ça, puis de faire des shows puis des spectacles, quoi que ce soit, pour vrai, wow! Mais pour moi, ça n'a pas sa place auprès d'enfants. T'sais, si l'enfant décide de mettre une robe par lui-même ou quoi que ce soit, ou whatever, fine. C'est sa décision. Puis si l'enfant se file ou quoi que ce soit, let's go, high five, man. Genre, pour vrai, je trippe, wow. Mais venez pas leur imposer ça. Laissez-les apprendre de façon graduelle. Je veux dire, c'est correct de répondre à des questions dans la mesure où vous adaptez la réponse à l'âge de l'enfant. Mais de là à venir par vous-même, leur apprendre au lieu que ce soit eux qui viennent vous poser des questions, je suis désolé, mais je trouve pas ça correct. Je trouve ça too much. Vraiment.